Quelques mots d'abord pour remercier M. Emmanuel Todt d'être venu jusqu'à Montluçon par un temps des plus incertains pour partager avec vous un moment sur la trajectoire qui est la sienne, celle d'un historien qui a aussi beaucoup travaillé dans le domaine de l'anthropologie et dont les travaux ont été souvent novateurs et ont souvent questionné, y compris dans l'establishment politique et culturel français. C'est quelqu'un qui a amené un certain nombre de connaissances dont il va parler tout de suite, qui effectivement nous ont amené à nous interroger sur toute une série de processus quant à la famille, quant au vote politique. Je remercie également tous les représentants de l'association qui sont parmi nous et qui ont rendu cette rencontre possible, parce que sans eux, effectivement, nous n'aurions pas pu organiser cela au lycée Madame de Staël. Et enfin, merci à tous d'être venus nombreux, public volontaire, pas désigné, mais volontaire. Ouais, non, là on est dans la catégorie des publics captifs. Hein. Voilà, tout à fait. Donc merci beaucoup. Et puis nous vous proposons donc de démarrer maintenant. Ensuite, M. Todt est attendu en ville pour une seconde conférence, donc il ne faut pas que nous dépassions 6h15. Et comme dans tout public bienséant, tous les téléphones, bien sûr, sont éteints. Merci. Oui, public captif. Alors, vous êtes forcé d'être là un petit peu, donc je me sens coupable d'avance si je dis des bêtises. Et donc, si tout le monde était volontaire, était venu pour me voir, je serais beaucoup plus décontracté, en me disant, putain, ils veulent me voir, c'est leur faute. Et là, je vais essayer d'être un peu plus sérieux. Alors, le sujet qu'on m'a donné, c'est un sujet général sur l'anthropologie. En un sens, je suis anthropologue, j'ai même dû lire plus de bouquins d'anthropologie que la plupart des anthropologues, mais je ne suis pas un anthropologue de terrain. C'est-à-dire un anthropologue au sens conventionnel, c'est un type qui part dans un pays lointain, dans une société mal connue, inconnue. C'est une discipline des 19e et 20e siècles, l'anthropologie, qui va passer 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin, je ne sais pas, dans une communauté locale, et qui va trouver au fond de lui-même les ressources morales pour résister à toute la mauvaise nourriture qu'il ingère dans ces trucs, et pour trouver, au-delà des morsures de chiens et des diarrhées qu'il aura inévitablement, pour trouver l'énergie de décrire le système social des gens au milieu desquels il vit. Donc il va y avoir une description de la vie matérielle, de la façon dont les gens arrivent à se nourrir, de la façon dont ils se marient, vivent en famille, se reproduisent. Il y aura une étude des techniques. Ça peut être un peu tout. Alors, le problème fondamental, et bien entendu, c'est quelque chose que je suis tout à fait incapable de faire. Moi, personnellement, déjà, quand j'étais jeune, j'avais peur en avion, vous imaginez le truc, mais j'ai une immense admiration pour les anthropologues de terrain. Je considère quand même que j'ai fait un petit terrain, c'est-à-dire il y a un peuple étrange que j'ai étudié sur place au milieu d'eux sur plusieurs années, c'est les Anglais, puisque j'ai fait ma thèse en Angleterre, à Cambridge, et les Anglais sont les Anglais, donc ils ont la plus grande école, à mon avis, la plus grande école d'anthropologie, c'est les meilleurs anthropologues de terrain, mais ils sont assez marrants à regarder en eux-mêmes. Alors, le problème traditionnel des anthropologues de terrain, c'est qu'il faut vraiment, je crois, des qualités ou une force intérieure tout à fait particulière pour être capable de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire d'aller quelque part. Moi je sais, j'avais une copine à Cambridge, une amie d'enfance qui était bilingue et qui avait été faire son terrain au Niger, chez des Hausa, des populations proches des... Bon, vous en entendez parler de l'autre côté au Nigeria, vous savez, le Boko Haram, les gens qui enlèvent des petites filles, c'était une époque plus paisible. Donc elle avait été dans des coins comme ça, elle s'était fait mordre par des chiens, elle était rentrée, c'est une Anglaise, au teint frais et rose, elle avait trouvé la force de faire une description de cette société. Je veux dire, c'est tout à fait admirable. Le problème des anthropologues de terrain, c'est que faire ça
et être capable ensuite de lire les travaux équivalents des autres, c'est-à-dire de lire d'autres monographies. On va dans un village, on fait une monographie de tout ce qui s'y passe, de toute la façon dont les gens vivent, et puis d'autres à côté font d'autres monographies dans d'autres villages. Et le problème, c'est que ce qui est demandé comme qualité intellectuelle pour faire des études de terrain et pour faire la synthèse des études de terrain, c'est quelque chose de complètement différent. Donc en anthropologie, ce qu'on trouve, c'est des masses de monographies extraordinaires de précision, d'intelligence, etc., mais qui aboutissent toujours à pas grand-chose en termes de synthèse, parce que le type qui est pris dans une société locale et qui va décrire le type de poterie, le type de tapis, le mode de mariage, le système religieux, la façon de se nourrir, va inévitablement arriver à l'illusion que tout a un rapport avec tout, et va produire ce que j'appelle l'illusion structurale ou fonctionnaliste, c'est-à-dire que tous les éléments de ces sociétés ont des rapports entre eux. Et puis retrouver l'énergie de lire une autre monographie pour constater que dans le village d'à côté, il y a certains éléments qui sont communs, mais d'autres qui ne sont pas communs, pour étudier les processus de diffusion de village à village, de culture à village. Tout ça, ça demande autre chose. Et moi, je fais partie... Alors, il y a quelques anthropologues qui ont fait de la synthèse. Le cas en France, c'est le plus connu mondialement, c'est Claude Lévi-Strauss, en fait, qui appelle les structures élémentaires de la parenté, qui pour moi est un personnage curieux, car je déteste viscéralement la synthèse. Vous êtes étudiant, vous allez passer des concours, vous n'êtes pas censé détester Claude Lévi-Strauss. C'est lui l'autorité, c'est moi le paria, donc si vous avez le choix entre me citer et citer Claude Lévi-Strauss, et si vous voulez réussir votre concours, vous citez Claude Lévi-Strauss. Respectueusement, s'il vous plaît. Hein? Donc c'est une soirée détente, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas être responsable de problèmes au concours. Voilà. Donc, Claude Lévi-Strauss, par exemple, qui a fait des choses, et que quand vous ouvrez les structures élémentaires de la parenté, et même si éventuellement vous le lisez, vous allez avoir des références, vous allez avoir le sentiment d'une érudition incroyable, puis à la fin, une théorie tout à fait particulière sur l'échange asymétrique, qui place au centre de sa réflexion le mariage avec ce qu'on appelle la cousine croisée matrilatérale, c'est-à-dire la fille du frère de la mère, etc. Et puis, s'il y a un type quand même sérieux qui a compté, en fait, ça ne représente pas grand-chose sur la planète, les gens qui pratiquent ce modèle de mariage. Donc c'est un échantillon complètement biaisé, ça ne représente rien. Alors, l'un de mes grands bonheurs, quand même, quand je dis du mal de Lévi-Strauss, c'est quand j'explique mon conflit général avec la plupart des anthropologues, c'est ensuite j'ajoute, et je vais le faire, ce qui tombe bien, c'est que Lévi-Strauss était un cousin de ma grand-mère. Donc en fait, la critique ne sort pas de la famille, d'une certaine manière, et ça donne un peu de sel aux choses. Alors, moi, en fait, je ne suis pas arrivé, à l'anthropologie directement. De formation, moi, je suis historien, j'étais même 18e-iste, je suis un élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est l'un des très grands historiens français, et qui m'avait, donc j'ai été formé à l'histoire rurale, à ce qu'on appelait la démographie historique, c'est-à-dire l'étude des populations des 17e, 18e siècles, les techniques de reconstitution des familles mises au point à l'Institut national d'études démographiques, où j'ai fini par travailler, et où je suis toujours, en fait. Et puis j'ai été, Leroy-Ladurie m'a expédié en Angleterre pour faire une thèse. Donc j'avais fait licence, maîtrise d'histoire en France. Ben, pas de maîtrise à l'époque, j'avais fait Sciences Po aussi, pour amortir les dégâts dans l'esprit de mon père. Je suis parti en Angleterre, où j'étais allé en vérité essentiellement pour apprendre l'anglais. Et j'ai été confronté à un homme qui s'appelait Peter Laslett, qui est décédé, qui était en train de devenir le pape des études sur les structures familiales.
les structures familiales, ça rapproche de l'anthropologie. C'est-à-dire, au cœur de l'anthropologie classique, il y a l'analyse des systèmes de parenté, parenté éloignée, parenté proche, et puis quand même des noyaux familiaux et de la façon dont les familles s'organisent. Donc j'ai commencé à travailler, à faire des études extrêmement pointues, des monographies. Enfin, j'ai fait des études monographiques, mais pas des études monographiques dans la brousse africaine ou dans la forêt amazonienne. C'est des études monographiques sur des documents du XVIIIe siècle. C'est-à-dire j'avais des listes d'habitants du XVIIIe siècle qui décrivaient les familles. C'était des listes qui étaient tenues par les curés et qui vérifiaient que les gens allaient bien communier à l'époque de Pâques et des choses comme ça. Et ces listes permettent de reconstruire la structure des familles. Donc ça permettait en particulier de voir est-ce que les gens au XVIIIe siècle vivaient dans des familles très complexes, très vastes, c'est-à-dire parents, enfants, petits-enfants, est-ce qu'on trouvait ensemble des frères et des sœurs, chacun marié, ou des choses comme ça, vous voyez? Ou est-ce que la famille, dans le passé, était déjà simple, en fait? Est-ce que la famille du passé, c'était la famille conjugale, papa, maman, les enfants, la famille nucléaire, comme on dit? Alors, à l'époque où mon maître Laslett a lancé ses études, la préconception générale, c'est que la famille, dans le passé, était toujours d'une complexité inouïe, et qu'on avançait dans l'histoire vers la modernité de la famille conjugale. Et évidemment, le truc fondamental de Laslett, c'est qu'il a découvert dans l'Angleterre du XVIIe siècle des familles complètement nucléaires en milieu paysan. C'est-à-dire qu'on prend des paysans anglais du XVIIe siècle et on trouve simplement papa, maman, les enfants. Dès que les gosses ont 13 ans, on les envoie comme domestiques dans une autre famille, y compris et presque surtout si les parents sont des paysans aisés. Et donc ça a été vraiment un choc. Donc ensuite, Laslett a voulu imaginer que c'était partout comme ça. Donc il envoyait des étudiants à travers l'Europe pour inventorier les formes familiales, dont moi. Moi j'ai travaillé sur des documents bretons du nord de la France, du sud de la Suède et de l'Italie centrale. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que les formes familiales qui occupaient l'Europe du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle étaient d'une très grande variété, en fait. C'est-à-dire, il y a des régions, effectivement, où on trouvait déjà la famille nucléaire. Alors, ces régions, ça va être l'Angleterre, le bassin parisien en France. La France du Nord est un pays de vieilles familles nucléaires. L'Italie du Sud. Mais il y a d'autres pays, on trouvait des systèmes beaucoup plus complexes. Il y a un système qui s'appelle la famille souche. La famille souche, c'est un système dans lequel, au moment du mariage, un des enfants, généralement l'aîné des garçons, reste avec ses parents, se marie dans le cadre de la famille d'origine, il est le successeur unique, et puis il a des enfants, et on voit apparaître des familles comprenant 3 générations. Et bien, alors c'est un système dont les valeurs fondamentales sont assez autoritaires, puisque vous avez des enfants adultes qui vivent sous l'autorité de leurs parents et qui ont eux-mêmes des enfants, et puis c'est un système qui comprend une forte valeur d'inégalité, parce que les frères ne sont pas la même chose. Il y a l'aîné, ou le cadet quelquefois qui hérite, et puis les autres, donc il y a une grosse inégalité. Ça c'est un autre système. Un autre système, c'est ce qu'on appelait autrefois la famille patriarcale, et que j'appelle moi la famille communautaire. Alors la famille souche, c'est le sud-ouest de la France, le Pays Basque, la Catalogne, l'Allemagne fondamentalement. Le grand pays de famille souche, c'est l'Allemagne en Europe, la Suède dans une certaine mesure. Là, alors le Japon aussi, le Japon. Donc, déjà dans la famille souche, j'espère que vous sentez dans l'énuméré des peuples que j'ai donné un élément d'efficacité, de sérieux. Je veux dire, si je vais vous évoquer les Basques, les Catalans, les Allemands. Pour les gens du Sud-Ouest, on ne sait pas trop. Il y a une influence française centrale. Vous voyez, on sent la famille nucléaire, individualiste, un peu bordélique du bassin parisien quand même, qui a laissé quelques traces à Toulouse aussi. Mais bon, quand même, il y a des différences. Alors, autre grand type, vous avez c'est la famille russe ou chinoise, c'est un modèle que j'appelle communautaire. Donc là, ce que vous devez imaginer, c'est vous partez du même couple, vous lui faites faire des enfants,
vous espérez qu'il en fera suffisamment pour que le modèle fonctionne. Il faut au moins 2 fils pour que ça marche. Donc là, les 2 fils restent avec le père, font venir leurs épouses d'autres familles, et puis ont des enfants dans le cadre de ce ménage initial, et vous verrez apparaître les plus gros systèmes familiaux concevables, c'est-à-dire des ménages qui s'étalent verticalement, comprenant 3 générations, et puis horizontalement, qui peuvent comprendre 2, 3 frères ou plus. Donc ça, c'est la famille russe. Là, vous allez avoir des valeurs qui sont des valeurs d'autorité assez fortes, toujours le même principe de l'enfant adulte qui reste sous l'autorité des parents, et puis des valeurs d'égalité, parce que dans ce système, les frères sont absolument équivalents, égalité des garçons, pas des filles, enfin absolument équivalents, et l'héritage est divisé de façon égalitaire, peu de temps en général après la mort des parents, et la famille explose. Donc là, ça va amener à d'autres choses en termes de vision, mais je vous laisse deviner ce que ça va donner, peut-être. Si vous énumérez les pays, vous allez avoir la Russie, la Chine, le Vietnam, la Serbie, des choses comme ça. Alors, comment dire? En fait, il y a plein d'autres types. Les 3 grands types que je viens d'énumérer, famille nucléaire ou conjugale, famille souche, famille communautaire ou patriarcale, c'est des types qu'on trouve dans l'œuvre d'un sociologue français du 19e siècle qui s'appelait Frédéric Leplay, un type que vous avez le droit de citer à un concours. Lui, ça fera bien, en précisant certes qu'il était un peu réactionnaire, et pas du tout dans l'esprit, c'était pas du tout l'esprit mariage pour tous, hein, Frédéric Leplay. Il avait développé une sorte d'adulation de la famille souche, incarnant les principes de hiérarchie, d'autorité, d'efficacité. Je veux dire, il a terminé quand même comme un super vieux con, mais en ce qui concerne sa description des types familiaux, il a produit, c'est un exemple intellectuellement intéressant d'un type, de mon point de vue, complètement inacceptable sur le plan moral, mais dont le travail de recherche empirique a été complètement validé par la suite. Donc ne pas juger simplement en fonction des goûts et des préférences, il y a une réalité objective qui existe et qui peut servir à quelque chose. Donc moi j'utilise Leplay depuis tout petit et je ne m'en plains pas, en fait, dans certaines mesures. Voilà, donc reconstitution des types familiaux, constatation d'une diversité fondamentale de ces types. Personnellement, moi je suis un chercheur, hein, je suis en train de décrire le processus de recherche et je vais en arriver maintenant à ce que j'ai fait effectivement, et je reste convaincu que la recherche c'est avoir la passion de la vérité, des choses positives, une grosse capacité de travail, mais je pense aussi que pour être un chercheur efficace, il faut avoir mauvais esprit. Vous voyez, le bon chercheur n'est pas un type sympa, modeste, qui veut confirmer tout ce qui a déjà été fait et passer toute sa vie à encenser ses maîtres. Hein, donc l'une des premières choses que j'ai fait dans la vie, c'est me mettre mal avec mon directeur de thèse, Peter Laslett. Donc vous voyez, j'en parle avec respect quand même. Mais j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour l'emmerder quand j'étais étudiant, et rien ne me causait plus de bonheur que de revenir d'Italie centrale, de Bretagne ou de Suède, avec des preuves de ce que son hypothèse sur la nucléarité universelle de la famille était complètement foireuse. Parce qu'évidemment, en Italie centrale, il y a des types familiaux énormes, de type russe. En Bretagne, c'est très compliqué, et en Suède aussi. Donc j'étais, comment dire, j'étais passionné initialement je suis devenu passionné de comparaison. C'est-à-dire le truc, c'était, mon point de démarrage, c'était tout à fait le contraire de ce que je disais tout à l'heure sur l'anthropologue de terrain qui, je veux dire, manifeste un courage extraordinaire à étudier sa communauté et puis qui en sort épuisé et qui ne peut plus rien faire et qui ne peut pas comparer à d'autres communautés. Mais moi, j'ai démarré comparatiste. Donc j'avais des communautés, alors ma thèse n'était pas très réussie, c'était assez compliqué, mais je voulais comparer.
Et ce qui est resté, en fait, et tout mon travail, en fait, a consisté par la suite à comparer des données et, je pense, à être capable d'en tirer des choses globales, en lisant énormément. Donc je vais donner un exemple, quelque chose qui a fini par occuper la moitié de mon existence de chercheur. Là, je ne parle pas de ma thèse, j'avais abandonné la recherche. Je m'intéressais, comme beaucoup de gens de ma génération, au communisme et aux raisons du succès du communisme dans une partie du monde. Ça paraît loin aujourd'hui, mais moi, quand j'étais étudiant, je veux dire, les pays communistes, c'était la Russie, la Chine, il y avait l'ensemble de l'Europe de l'Est, il y avait le Vietnam, il y avait Cuba, enfin c'était... Et les gens parlaient encore du communisme comme quelque chose qui était en expansion. Et c'était un mystère, les gens ne savaient pas. Alors, il y avait des théories, il y avait les classiques du marxisme, mais en fait, toute la réflexion sur le communisme évoquait des questions socio-économiques. Donc le problème, c'était censé être l'idéologie, la doctrine résultant du développement quantitatif de la classe ouvrière et de son exploitation. Et malheureusement, il avait réussi partout où il n'y avait pas de classe ouvrière, en fait. Ce qui était un problème quand même. J'ai devant moi un membre du parti qui me regarde en rigolant. Mais il y avait le problème fondamental du communisme, du point de vue d'un chercheur, c'était pas simplement les problèmes de dysfonctionnement de l'économie soviétique à l'époque. Je veux dire, c'était pourquoi là? Ça n'avait pas de sens. Et d'ailleurs, le livre sur la question que j'ai fini par écrire a été commencé par une phrase extrêmement modeste du style « Personne jusqu'à présent n'a réussi à comprendre la distribution du communisme sur la planète ». Je dis, vous allez voir. Alors, la façon dont j'ai vu, c'est donc j'étais tranquillement allongé chez moi, non, plutôt chez ma mère, sur un canapé, et le cerveau flottait, et tout d'un coup, j'ai vu se superposer dans ma tête cette carte du communisme achevé que je viens de décrire, au milieu des années 70, en fait, ou à la fin des années 70, et la carte d'un système familial particulier. Donc j'avais lu beaucoup sur les systèmes familiaux, j'avais accumulé, j'avais fait le contraire de ce que font les anthropologues de terrain, et tout d'un coup je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, je veux dire, la famille, la Chine, la Russie, etc., la famille chinoise, je la connais, c'est le modèle patriarcal, communautaire, le père, ses fils, l'autorité, l'égalité. La famille russe, c'est la même chose. La famille vietnamienne du Nord, c'est la même chose. La famille serbe, c'est la même chose. L'Italie centrale, sur laquelle j'avais travaillé, c'est presque encore plus extraordinaire, puisque le Parti communiste italien était hégémonique en Italie centrale, mais pas dans le reste de l'Italie. Et c'était le même type de structure familiale. Alors, nous sommes ici sur ce que j'appelle familièrement la bordure nord-ouest du Massif central, et je me souviens d'une époque, j'espère que personne ne va sauter au plafond, où familièrement on voit il y a toute une région entre Dordogne et Nièvre, mais avec un épicentre entre l'Allier et le Limousin, enfin, les trois départements du Limousin, où il y avait un fort communisme rural, dont on trouve encore la trace sur les cartes, à un niveau beaucoup plus bas, et que j'appelais pour moi-même, dans mes études de cartographie faites avec mon copain Lebras, on en parlait comme de l'Ajoigny country. Oui, bon, citer les choses. C'est dur, hein. Je vous ai dit que j'étais pas gentil, en fait. Et alors, ça marche. En fait, c'était aussi, je veux dire, on trouve aussi, quand on rentre dans le détail des systèmes familiaux paysans traditionnels de la France, bon, au nord du bassin parisien, vous avez un système nucléaire, individualiste, avec des règles d'héritage égalitaires très fortes. Au sud-ouest, vous avez la famille souche de type allemand. Et sur cette bordure nord-ouest du Massif central, vous trouvez des systèmes communautaires avec des associations qui se distinguent seulement par des systèmes russes, italiens centraux ou chinois, par le fait qu'ils ne sont pas patrilinéaires, c'est-à-dire que les liens ne sont pas uniquement entre des frères. Ça peut être un frère et sa femme et sa sœur avec son mari. C'est-à-dire que
les systèmes français communautaires sont ce qu'on appelle en anthropologie bilatéraux ou indifférenciés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre les hommes et les femmes. Et de façon générale, l'un des traits généraux des systèmes familiaux français, c'est que même dans le passé, le statut des femmes était assez élevé. Donc je pars avec cette hypothèse et je voudrais essayer de faire comprendre pourquoi je suis, pour moi-même et pour l'éternité, complètement convaincu de sa validité. C'est important parce que j'ai été copieusement insulté quand le livre est sorti, et donc il faut s'expliquer. Je veux dire, pour tenir contre des gens qui vous disent qu'on a tort, il faut vraiment être sûr d'avoir raison. C'est l'une des possibilités, ou être schizophrène. Je veux dire, ce qui n'est pas mon cas. Et la raison pour laquelle je suis vraiment convaincu de la validité de l'hypothèse, c'est que finalement, quand je l'ai produite, quand j'ai eu cette illumination sur le canapé chez ma mère, si on peut dire, je ne connaissais pas tous les systèmes familiaux du monde. J'en connaissais une partie. Je savais que mon truc marchait négativement pour l'Allemagne. Je savais que le communisme avait échoué en Allemagne, mais que c'était la famille souche là-bas. Je savais que le communisme avait échoué au Japon, mais que c'était la famille souche au Japon. Je savais que le communisme avait quand même important en France, mais avait quand même échoué, et donc je voyais bien que dans la France du Nord, la famille était individualiste égalitaire, et que jusqu'aux années 30, d'ailleurs la tradition du mouvement ouvrier français était plutôt l'anarchisme en fait, que valeur de liberté et d'égalité. Dans le monde anglo-saxon, la famille était, nucléaire, d'autant plus nucléaire que il n'y a même pas de règle d'égalité des héritages dans le monde anglo-saxon traditionnellement. Les parents font ce qu'ils veulent. Donc les valeurs du communisme, je le répète, le lien entre la famille communautaire et le communisme, c'est que les valeurs de la famille, autorité, égalité, c'est les valeurs du communisme décrites de la façon la plus simple. Donc voilà, et donc j'avais ça en tête, mais par exemple, je ne savais pas ce qu'était le système familial taille. Je n'avais aucune idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis installé pendant 1 an à la bibliothèque du Musée de l'Homme, qui était la meilleure bibliothèque d'anthropologie de Paris, un lieu où on pouvait trouver toutes les monographies. Donc nous sommes à l'époque de fichiers cartonnés, que vous n'avez pas connus, en fait. Il y avait une dimension poétique, on feuilletait dans des fichiers, on trouvait, quelquefois le livre n'était pas là, tout n'était pas... Vous voyez, donc etc. Et je prenais simplement tous les pays de la Terre et les régions, les uns après les autres. Ce qui veut dire qu'à chaque pas, j'aurais pu voir l'hypothèse contredite. Vous voyez, la Thaïlande. Ce que je savais de la Thaïlande, c'est que le communisme n'avait pas l'air de très bien passer là-bas. C'était devenu d'ailleurs un point d'appui américain pendant la guerre du Vietnam. Mais je prends le fichier Thaïlande, à la bibliothèque du Musée de l'Homme. J'aurais pu, il y avait 4 ou 5 monographies sur des villages thaïlandais, j'aurais pu découvrir dans ces villages la même chose qu'au Vietnam en termes d'organisation familiale. Et dans ce cas-là, ça aurait voulu dire que ce que je me racontais sur le lien entre famille et succès du communisme était une absurdité. Et donc, dans le cas de la Thaïlande, ce que je trouve, c'est à peu près le contraire de ce qui existait au Vietnam, quelque chose qui n'a pas véritablement son équivalent en Europe, c'est un système plutôt nucléaire, mais le jeune couple passe un peu de temps avec sa famille après son mariage, jusqu'à la naissance du premier enfant, et puis le jeune couple va plutôt s'agréger à la famille de l'épouse, et puis ensuite il s'en va, pas loin, donc le système est extrêmement féministe, mais extrêmement flou, avec pas de règles d'héritage égalitaire. Et donc par contre, une fois qu'on a, connaissance de système, on peut associer le flou de la tradition politique thaïlandaise, qui apparaît de temps en temps aux actualités télévisées, des coups d'État, des partis politiques dont on ne comprend pas les motivations, des bleus, des jaunes, vous voyez, mais voilà. Alors, donc ça a très bien marché, et j'ai acquis la certitude que cette hypothèse d'un lien entre idéologie politique ou régime politique, produisant certains types de révolution communiste en l'occurrence, ça fonctionnait, et parce que j'aurais pu
moi-même m'administrer la preuve de ce que ça ne marchait pas. Donc alors j'ai développé, parce qu'évidemment, la loi d'association entre famille et idéologie, elle ne tient pas que pour le communisme. Le communisme était une très belle clé d'entrée dans les problèmes, parce que ça donnait une carte achevée, il y avait un très haut niveau d'élaboration idéologique, beaucoup de textes, et même une organisation globale, à l'époque, en dépit de la brouille entre la Chine et la Russie, il y avait une sorte de perfection dans la définition de l'idéologie qui permettait de rapporter un type familial précis, etc. Mais en fait, ça marche tout le temps. C'est-à-dire que vous prenez la France de la Révolution française. Donc, les Français, le peuple français accouche des idéaux merveilleux de liberté et d'égalité. Idéaux qu'on ne saurait qu'approuver de mon point de vue. Je veux dire, à l'époque, pour moi, les gens avaient plutôt tendance à penser que ces idéaux de liberté et d'égalité étaient nés dans les cerveaux des philosophes du XVIIIe siècle et qu'au terme de controverses extrêmement élaborées entre divers philosophes français du XVIIIe siècle, les paysans du bassin parisien avaient opté pour les concepts de liberté et d'égalité, d'homme universel, etc. C'est pas ça du tout dans ce modèle. Je veux dire, vous prenez les structures familiales des paysans du bassin parisien à la fin du Moyen-Âge, vous voyez, vraiment bien avant, vous allez trouver des familles qui sont libérales dans leur fonctionnement, c'est où les enfants doivent être libres et émancipés très tôt pour aller se marier ailleurs et ne vont pas vivre sous la coupe de leurs parents en tant qu'adultes, et vous allez trouver des règles d'héritage frénétiquement égalitaires, qui n'ont absolument pas attendu la Révolution française. Le Code civil est égalitaire, vous tournez un peu, mais l'esprit du Code civil est égalitaire, mais ça n'est que la mise en forme, c'est pas la Révolution, c'est pas Napoléon, ça n'est que la mise en forme de coutumes d'héritage du bassin parisien qui existait depuis bien avant. Donc là, vous dites, ben voilà, c'est très simple. Ce que dit le modèle, c'est quoi? Ben, vous avez dans la famille, vous avez des enfants qui sont éduqués pour être libres de leur famille, vous avez des frères et des sœurs, aucune différence entre les deux sexes, de nouveau, pour les enfants, en termes de règles d'héritage, dès avant la Révolution. Les enfants sont éduqués pour être égaux, liberté et égalité des enfants. Ben, ces gens apprennent à lire et écrire en majorité au XVIIIe siècle, ils s'éveillent à la conscience politique, et bien évidemment, l'idéologie politique ou les doctrines politiques qui leur paraissent concevables et acceptables, c'est des doctrines politiques qui disent que les hommes doivent être libres et égaux. De l'autre côté de la Manche, vous avez les Anglais. Les Anglais, ils ont une famille qui est nucléaire, individualiste, libérale, mais qui ne s'intéresse pas du tout à l'égalité. Et je dis, en Angleterre, il y a une pratique absolument libre du testament. Les parents font ce qu'ils veulent de leurs biens, qui sont d'ailleurs souvent distribués avant même leur décès. Et c'est très intéressant, c'est d'étudier l'attitude des Anglais vis-à-vis de la Révolution française. Au début, ils étaient assez favorables. L'idée de liberté, ça leur plaisait bien. D'ailleurs, l'Angleterre était déjà libérale à l'époque. En fait, c'était plutôt les Français qui pensaient qu'ils pensaient imiter l'Angleterre. Je vous recommande la lecture des lettres anglaises de Voltaire. Les révolutionnaires français de 1789 ont pensé à un moment qu'ils imitaient la révolution anglaise de 1688, qui avait établi, je dirais, définitivement une monarchie parlementaire, etc. Bon, les Anglais au départ, ils se disent « Ah bah oui, tiens, les Français ont l'air de faire comme nous, c'est bien ». Mais très vite, les Anglais, devant les ravages, ce qu'ils considéraient être les ravages de l'idée d'égalité, se sont révulsés et sont devenus, je veux dire, les opposants les plus farouches à la Révolution française. Et pourquoi? C'est très simple. Je veux dire, vous avez la matrice anthropologique, familiale anglaise. Dans la famille, c'est liberté des enfants, mais pas égalité des enfants. Donc liberté des hommes, mais pas égalité des hommes. Et donc à partir de ça, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Dans le cas prenons un autre système familial, la famille souche, valeur d'autorité et d'inégalité. Vous prenez l'Allemagne et le Japon. Bon, alors, le Japon n'était pas en situation d'être intéressé par la Révolution française à l'époque. Il n'était pas ouvert, il était fermé. Bon. Mais l'Allemagne était, si on peut dire, aux premières loges. Et en termes idéologiques, c'était même pas l'hostilité anglaise, c'est que la Révolution française a glissé sur l'Allemagne comme sur les plumes d'un canard.
Et quand les Allemands se sont réellement éveillés à la conscience politique moderne avec participation populaire, les idéologies dont l'Allemagne a accouché sont d'un genre très différent. C'était la social-démocratie, la démocratie chrétienne, le nazisme, quand même. Hein, dans une phase de crise, population très alphabétisée, très éduquée, situation d'effondrement des croyances religieuses, et l'Allemagne délivre son message. Donc vous avez le message français, ça a été liberté, égalité, hein, y compris par la force, si on n'est pas d'accord, les armées conquérantes de Napoléon. Le message anglais, c'était liberté, mais l'égalité, faut pas déconner. Le message russe, c'était égalité et autorité. Souvent, je fais des blagues ignobles, mais je ne peux pas m'empêcher, parce qu'on est dans une région qui a une tradition communiste, donc je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues idiotes du genre, le message français universaliste, c'était liberté et égalité pour tous. Vous savez, dans l'idée d'égalité, vous avez les enfants sont égaux, les hommes sont égaux, les peuples sont égaux, ça vous donne des idéologies universalistes. Donc vous avez l'idéologie universaliste française, et puis les Russes aussi sont très universalistes à leur manière. Hein, c'était une famille autoritaire, égalitaire. Donc l'universalisme russe, c'était comme les Français, sauf que c'était, comment dire, le goulag pour tous. Je ne pense pas ça, et de toute façon aujourd'hui je le sais comme un dangereux pro-russe, donc ne le prenez pas mal. Voilà. Donc, voilà. Donc dans le cas de l'Allemagne, ce qui a été révélé, en fait, par la modernité politique, c'est la capacité de la famille souche allemande, je veux dire, à produire, reproduire et transmettre au système politique des valeurs d'autorité et d'inégalité. De toute façon, traditionnellement, la social-démocratie, c'est la partie du mouvement ouvrier qui croit en l'État, mais pas tellement en l'égalité, ou pas trop. C'est la social-démocratie allemande, par exemple. La démocratie chrétienne, bon, je passe rapidement, ça serait un peu compliqué de rentrer dans des questions théologiques et autres, mais le nazisme, c'est typiquement une idéologie, est-ce qu'on peut la qualifier de révolutionnaire ou d'ultra-révolutionnaire, je ne sais pas, mais c'est une idéologie qui dit que l'homme doit être soumis, et c'est même pas l'État dans ce cas-là, c'est soumis à la race, appartenir à sa race, et puis avec cette idée que les races sont inégales. Donc le modèle, en fait, je ne peux en parler que très, très rapidement, courir à travers l'histoire, mais le modèle fonctionne à un niveau très élevé de vraisemblance. Hein, et bon, quand on fait de la géographie électorale, donc, je veux dire, ça marche très bien. Vous prenez des pays comme la Finlande est très hostile à la Russie, collée à la Russie, mais n'a pas pu s'empêcher d'avoir très longtemps un très fort vote communiste. Et bien entendu, en Finlande intérieure, vous allez trouver des structures familiales communautaires. Donc, au-delà de toutes les plaisanteries ineptes que je peux faire sur la politique, il s'agit avant tout d'établir une sorte de corrélation empirique entre la distribution des systèmes familiaux dans le monde et l'émergence, dans la phase d'accession des peuples à la lecture, l'écriture, dans la phase de reflux des croyances religieuses traditionnelles. Et ben, ce que je disais, c'est que cette grille, je dirais, de lecture anthropologique et familiale permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça a été, je dirais, le premier temps, je regarde l'heure, le premier temps de ma recherche. Alors, ensuite j'étais embêté. Alors d'abord, j'étais embêté parce que ça a été très mal pris. Donc j'ai vraiment, honnêtement, c'est pour ça que je n'oserais, à mon avis, c'est pour ça que je me sens coupable de vous faire cet exposé, parce que vous avez des concours, des études, vous êtes sérieux, vous allez entrer dans un monde extrêmement dur, et je ne veux pas vous poser de problème aux examens. Vous voyez, donc il y a des... C'est moins fréquent en classe prépa d'ailleurs, j'ai pas mal de copains parmi les profs de classe prépa. Mais quand même, je veux dire, n'imaginez pas une minute que ce que je raconte est accepté par l'université, etc. Et quand les premiers livres sur la question sont sortis, j'étais abominé d'insultes pour toutes sortes de raisons. Mais ça fait rien, je me suis accroché. Et alors, mes vrais problèmes sont arrivés après, parce que l'idée que j'avais, c'est vous partez d'une situation où il y a des types familiaux différents dans les diverses cultures régionales ou nationales. Il y a modernisation,
hein, urbanisation, industrialisation, alphabétisation, ces systèmes familiaux, s'ils sont complexes et denses, explosent. C'est-à-dire si mon modèle ne dit pas du tout que la famille russe éternelle produit du communisme éternellement. Il dit que quand les paysans russes sont libérés du servage, sous les derniers tsars, quand la Russie s'alphabétise, à toute vitesse avant la révolution russe même, eh ben, la famille explose, les individus sont relâchés, mais sont toujours porteurs des valeurs autoritaires et égalitaires, et dans cette phase de transition, sont un peu perdus. Donc, je sais, dans le modèle, ce qui s'est passé en Russie, c'est les individus libérés de la famille communautaire ne supportent pas, dans un premier temps, leur liberté, mais, je dirais, cherchent un substitut. Donc le substitut, ça va être le parti, ça va être l'État, ça va être l'économie centralisée. Je dirais idéalement le KGB, car le KGB était très familial, en fait. Il s'occupait des individus à titre personnel. Un peu comme le père de la famille paysanne russe, et avec le même sadisme d'ailleurs. Le père paysan russe avait très mauvaise réputation. Voilà. Mais même chose en Allemagne, le modèle ne dit pas du tout que la famille souche allemande va produire de la social-démocratie ou du nazisme pour l'éternité. La famille souche, vous ne la trouverez plus dans les banlieues ou les villes d'Allemagne. Il y en a encore dans la paysannerie, mais la paysannerie ne compte plus. Donc, mon idée de départ, c'était, j'ai trouvé un truc formidable pour expliquer pourquoi, au moment de l'entrée dans le monde industriel et la démocratie moderne, les Français ont cru en la liberté et l'égalité, les Anglais en la liberté, les Allemands en autre chose, là, et pourquoi les Russes, les Chinois ont produit du communisme. Mais l'idée que j'avais, c'est qu'ensuite, tous les systèmes se nucléarisaient, la famille devenait nucléaire partout, dans les banlieues de Moscou, de Leningrad, à l'époque où je travaillais, ou de Pékin, le ménage devient nucléaire, il y a papa, maman et les enfants, et donc avec le temps, ces valeurs différentes doivent s'effacer et les pays doivent converger, et éventuellement converger plutôt des valeurs libérales. Et la suite de l'histoire, en fait, je continue à étudier, l'histoire contemporaine a fini par être préoccupante. Et j'ai eu des premiers doutes. Là, je parle d'un processus de recherche. Moi, je ne suis pas un théoricien a priori, c'est-à-dire je passe ma vie dans les chiffres. J'ai d'ailleurs fini par être pris comme directeur de la bibliothèque à l'Institut national d'études démographiques. Et donc, j'aime bien sentir ce qui se passe, mesurer, et essayer de sentir, d'après les chiffres sur lesquels je tombe, ça me donne l'intuition de régularité, de correspondance qui peuvent exister, mais je n'ai pas d'idée a priori. C'est la méthode scientifique standard. Hein. On voit les données, on émet une hypothèse, on la vérifie. Mais en aucun cas, je produis du jus de crâne, si vous voulez, qui dit la réalité du monde. C'est une vanne pour un autre. Je ne suis pas philosophe. Hein. Voilà. Je suis un chercheur empirique. Et j'ai eu mes premiers doutes sur mon modèle. En travaillant je faisais un bouquin sur l'immigration en France et l'assimilation des populations immigrées, un livre qui est sorti en 1994, s'appelait Le destin des immigrés, dans lequel je comparais le processus d'assimilation aux États-Unis, en France, en Angleterre et en Allemagne. La motivation était civique, c'était à l'époque où tous les gens commençaient à s'inquiéter de la présence du Front National. Apparemment, on n'est pas sorti de cette époque. Hein. On est plutôt au stade suivant, et puis j'étais assailli à Paris de journalistes anglo-saxons qui ricanaient en disant « Oh là là, mais la France, pays de l'homme universel, quand même, vous êtes les seuls à avoir un parti d'extrême droite. » À l'époque, c'était vrai. La France n'était en vérité que précurseur, puisque même l'Angleterre et la Suède s'y mettent maintenant, donc c'est quand même... voilà. Et j'étais tombé sur des statistiques qui montraient que certes, si on se plaçait au niveau des comportements politiques, on avait une extrême droite, mais qu'en ce qui concernait le comportement des familles, la France était tout aussi spéciale, mais dans une autre direction. C'est que le taux de mariage mixte entre enfants d'immigrés et enfants d'origine française plus lointaine, ou nationale plus lointaine, était beaucoup plus élevé en France qu'en Angleterre ou en Allemagne.
Si vous prenez, je travaillais avec des chiffres qui étaient vers 1992, hein, les chiffres. Donc vous prenez le taux de mariage mixte des filles d'immigrés algériens en France, c'était déjà 25%. Pour les frères, c'était encore plus élevé, mais c'est les filles qui sont vraiment intéressantes pour étudier ce phénomène de l'ouverture ou de la fermeture de la population d'accueil. Bon, en Allemagne, le taux de mariage mixte des filles d'immigrés turcs, c'était autour de 1%. Et en Angleterre, pour les filles d'immigrés pakistanais, c'était epsilon, rien du tout. Et donc je me suis dit, bon, c'est bizarre, puisque ces sociétés européennes sont censées être en convergence. C'était un moment où on pensait vraiment, en termes de niveau de vie, de mode de vie, c'était l'époque du supermarché universel, de le développement optimal quand même encore. Il y avait déjà une remontée du taux de chômage, mais on était vraiment dans la société de consommation avec quelques petits problèmes. Et donc, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'était la même chose décrit en termes socio-économiques. Et pourtant, la différence de comportement dans ce qui arrive, la différence dans ce qui arrivait aux enfants d'immigrés, à la deuxième génération, était totalement stupéfiante et ne donnait aucune impression de convergence, en fait. Et là, je me suis dit, mais quand même, si nous faisons l'hypothèse que les valeurs traditionnelles, politiques, liberté seule en Angleterre, liberté, égalité en France, autorité, inégalité en Allemagne subsistent, eh bien, peut-être qu'on peut comprendre ce qui se passe. Puisque, je veux dire, pour moi, je trouve que l'une des lois les plus belles, en fait, qui m'a semblé trouver dans ces études sur les structures familiales, c'est, je l'évoquais tout à l'heure déjà, c'est vous naissez dans un système qui dit au subconscient, c'est même pas la peine d'aller à l'inconscient, qui dit au subconscient que les enfants sont la même chose. Les enfants sont la même chose. Les enfants sont égaux. Ben, ça vous dit, ça dresse l'individu qui va devenir adulte à l'idée que les enfants sont la même chose, les hommes sont la même chose, les peuples sont la même chose, il y a l'homme universel. Et donc évidemment, si vous voyez arriver des immigrés, alors si les immigrés se comportent un peu bizarrement et différemment, et s'ils enferment leurs femmes, par exemple, quand des populations d'origine maghrébine à l'époque, vous êtes un peu énervé parce que ça ne semble pas vérifier le préjugé idéologique de votre culture. Donc ça peut expliquer pourquoi vous avez un vote Front National dément qui n'évoque peut-être pas simplement du racisme, mais qui évoque le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que l'immigré n'est pas comme il devrait être. Parce que ça devrait être un mec pareil. Voilà. Mais quand les enfants arrivent, je suis dans les années 80-90, ben les enfants, ils naissent, ils se mettent à parler français comme tout le monde, ils sont vachement... Et puis la société n'a aucun frein à ce que les gosses jouent ensemble, parce qu'il y a cette idée qu'au fond les hommes sont les mêmes partout, puis vous avez des taux, au final, des taux de mariage mixte très élevés. Mais si vous êtes dans ce que j'appelle une culture différentialiste, culture anglaise, qui vous dit les enfants ne sont pas inégaux, mais ils ne sont pas égaux non plus, ils sont différents. Ils sont différents. Ben, les enfants sont différents, les hommes sont différents, les peuples sont différents, et vous allez avoir la base anthropologique de ce qu'on appelle idéologie multiculturaliste, du genre, qui se présente comme très sympa, du genre, bah oui, alors il y a des immigrés qui arrivent, mais il faut respecter leur culture, il faut les mettre dans un coin, faut pas trop se mélanger, mais par respect, hein, par respect. Voilà. Et vous pouvez avoir l'explication du taux de mariage mixte insignifiant des Pakistanais. Bon, là où la théorie ne marche pas tellement, c'est qu'il y a l'un des grands trucs à l'époque en Angleterre, c'est ce qu'on appelait le paquet bashing. C'est-à-dire des gosses du milieu ouvrier qui allaient casser la gueule des Pakistanais. Donc la théorie multiculturaliste des idéologues anglo-saxons et la pratique du monde anglo-saxon étaient assez différentes quand même. En Allemagne, c'est autre chose, là, ça devenait un peu plus dur. C'est vous avez la règle, les enfants sont inégaux, les hommes sont inégaux, les peuples sont inégaux. Alors évidemment, si le peuple inégal est notablement inférieur dans la société, il sera simplement inférieur. Et vous pouvez expliquer l'absence de mariage mixte aussi. Donc ça marchait très bien, mais le problème, c'est que ça marchait très bien en l'absence du système familial originel. Donc ça suggérait que le mode de transmission de ces valeurs était beaucoup plus complexe ou simple d'ailleurs que je l'imaginais. Donc j'ai commencé à parler de système anthropologique et il
dire un système anthropologique, c'est pas juste la famille. Bon, c'est des rapports entre les adultes et les enfants sur un territoire donné. Et le passage doit se faire par les parents, par les voisins. À la limite, les parents du copain deviennent aussi importants que ses propres parents dans la transmission des valeurs. Alors ensuite, j'ai été reconfronté à ça dans l'analyse des systèmes économiques. Parce que j'ai fait tout à l'heure une mauvaise blague sur les peuples sérieux. Hein, j'avais cité les Catalans, les Basques, les Allemands, les Japonais, les Suédois. Mais dès que je me suis mis à étudier la diversité des systèmes capitalistes, dans le contexte de la globalisation, l'une des premières choses qui saute aux yeux, c'était un lieu commun à l'époque où je travaillais là-dessus. Il y avait le bouquin de Michel Albert qui s'appelait « Capitalisme contre capitalisme », dans lequel il opposait le capitalisme anglo-saxon au capitalisme rhénan. Donc le capitalisme anglo-saxon, c'est l'obsession du profit, du court terme, système bancaire, on délocalise, on détruit le système industriel. Et puis, de l'autre côté, vous aviez le capitalisme rhénan, allemand donc, qu'on retrouve au Japon, où on est beaucoup plus prudent, on essaie de protéger l'appareil industriel, on s'intéresse beaucoup plus aux parts de marché qu'aux taux de profit, et on a une grande attention à la transmission des savoirs dans l'entreprise, du patrimoine industriel en fait. Et bien entendu, c'est très facile, si vous faites l'hypothèse que les valeurs des systèmes familiaux anciens sont toujours là, c'est extrêmement facile à interpréter. La famille nucléaire anglaise, que j'appelle nucléaire absolue, qui est la famille américaine, elle ne s'intéresse pas à la transmission. Je veux dire, plus vite on émancipe les enfants, mieux c'est. Vous avez presque l'idéal d'un système familial anglo-saxon, c'est la discontinuité culturelle entre les générations. Et donc, vous pouvez expliquer, d'ailleurs la révolution industrielle anglaise, où l'Angleterre s'est débarrassée de sa paysannerie, et puis quelques siècles plus tard, l'Angleterre se débarrasse de sa classe ouvrière. Hein? Alors, si vous êtes dans un monde allemand ou japonais, et si vous faites l'hypothèse que les valeurs de continuité de la famille souche sont toujours là, la famille souche, c'est un truc qui est fait pour transmettre la ferme familiale, transmettre les shops artisanat, on transmet à l'aîné, mais les cadets servent à transmettre autre chose autrement, ça donne de la flexibilité, selon le rêve de Leplet, en fait, dont je parlais tout à l'heure. Et bien entendu, vous comprenez pourquoi l'Allemagne veut transmettre sa culture industrielle, pourquoi le Japon transmet sa culture industrielle, et pourquoi la puissance de l'entreprise, la loyauté de l'entreprise vis-à-vis de ses employés sont des choses fondamentales. Donc là, ça marche, je dirais, très très bien. Alors, je pense, je peux parler d'une application que j'ai faite dans le domaine de la prospective, puisque évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure mes difficultés à me faire reconnaître par mes pairs, par les universitaires. Je suis un paria dans l'université, enfin pas exactement, et je suis beaucoup plus connu pour des livres de prospective, puisque je crois que j'ai fait le gag d'ailleurs dans le journal La Montagne, dans une petite interview que j'avais fait avec eux, je me présente volontiers comme un prophète certifié. Donc il est extrêmement facile de rejeter, sans les lire, mes travaux sérieux sur les rapports entre structures familiales, idéologie politique, économie, immigration, etc. Mais j'ai prédit les fondements du système soviétique, l'affaiblissement du système américain, j'ai prédit les révolutions du monde arabe, et j'ai surtout fait une prédiction dont j'attends la réalisation et qui va assurer ma gloire. J'ai prédit l'échec de l'euro. Voilà. Donc j'étais au moment où nos énarques géniaux, c'est ironique, je les ai connus tout petits, j'étais à Sciences Po. Moi j'avais du mal à Sciences Po, mais eux, ils avaient des bonnes notes. Je me souviens, avant de voir sur la monnaie, j'avais eu 1,5. Eux, ils avaient des bonnes notes, mais en fait, depuis, j'ai compris pourquoi ça s'était passé comme ça. C'est que moi, je me posais des questions sur la monnaie, et eux répétaient le cours sans réfléchir. C'est compliqué, la monnaie. C'est compliqué, la monnaie. Donc, pour arrêter de plaisanter, 1 minute, au moment où nos énarques géniaux ont conçu la monnaie unique, et se sont efforcés avec le succès que l'on sait de l'imposer aux Allemands, réunifiés,
moi j'étais en train de travailler sur l'immigration, j'étais en train de mesurer ces taux de mariage mixte très différents en France, Angleterre, Allemagne. J'étais en train de constater que les sociétés les plus avancées n'étaient pas en convergence. Il y avait quelque chose qui faisait que ces sociétés restaient différentes, continuaient d'être différentes, et c'était une constatation complètement empirique. C'est pas parce que je le préférais, parce que je ne fais pas partie de ces gens qui veulent protéger la diversité sur la planète. J'aurais même tendance, la diversité des sociétés, j'aurais même tendance à penser que les sociétés sont tellement diverses et tellement en divergence qu'elles n'ont aucun besoin d'être protégées dans leur diversité. Ça se passe très bien tout seul. Et en particulier, ça se passe en Europe. Et donc j'ai eu immédiatement l'intuition que la monnaie unique européenne allait être une folie. Quelque chose conçu par des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'était le vrai mouvement des sociétés et le vrai mouvement de l'histoire. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais totalement dépolitisé. J'étais persuadé que les types qui étaient aux commandes savaient ce qu'ils faisaient. Et que c'était très difficile de gouverner. Donc j'ai voté non au traité de Maastricht. J'avais aussi, peu de temps avant, terminé un énorme pavé qui s'appelait l'invention de l'Europe, dans lequel j'étudiais en détail toutes les cultures européennes. Et j'ai eu le sentiment que ça ne pouvait pas marcher. Et, et le fait est que ça ne marche pas, en fait. Et ça ne marche pas parce qu'en fait, il y a quand même ce à quoi aboutit au final mes recherches, c'est à admettre l'existence dans les sociétés humaines d'autre chose que la rationalité économique, que cette rationalité économique d'ailleurs soit industrielle ou financière. Il y a autre chose dans la vie des gens que travailler, fabriquer des objets ou faire du fric. Oui, je mets sur le même plan les activités nobles, travailler, fabriquer des objets, on est dans le registre de la noblesse, c'est très bien, j'ai un grand respect pour les gens et les sociétés qui sont capables de faire des choses, de fabriquer, de produire de la richesse. Je n'ai pas un égal respect pour le fait de faire de l'argent, mais il en faut, voyez, mais je mets les deux dans la même catégorie. Mais il y a autre chose, il y a une dimension complètement irrationnelle, affective de la vie sociale, qui n'est pas simplement la vie familiale, qui est la vie, qui peut être la vie entre voisins, et qui est quelque chose qui semble tout à fait résister à la modernisation. C'est comme si... C'est tout à fait paradoxal, puisqu'on vit à l'époque... J'ai même réussi à m'adapter, avec l'aide de mes enfants, à l'informatique. Je suis tout à fait capable de piapiater sur Skype avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Et on pourrait croire que ces moyens de communication extraordinaires entre les gens mènent, je dirais, à la convergence, au rapprochement, à la disparition. Mais ça aurait pu. Pourquoi pas? Mais c'est pas ça qui se passe. Et actuellement, ce qui est en train de casser l'Europe de l'intérieur, je veux dire, c'est un processus de divergence fondé dans cet irrationnel, et qui sont des irrationnels collectifs. Et donc, inexorablement, l'Europe du Sud se détache de l'Europe du Nord, pas parce qu'elle est moins intelligente ou moins travailleuse, mais parce que ses objectifs et ses contraintes sont différents. L'Europe du Nord redevient l'Europe du Nord. La carte de la richesse en Europe redevient actuellement la carte de l'opposition traditionnelle entre pays protestants et pays catholiques, avec cette nuance que l'Allemagne est pour une part catholique. L'Allemagne émerge ou réémerge. C'est absolument tragique quand on connaît l'histoire du XXe siècle. Puisque, je veux dire, pour moi, là j'en parle plutôt avec douleur qu'avec satisfaction. Mais l'idée que je veux dire, ces contraintes existent et permettent d'expliquer pourquoi... parlons concrètement et sans hostilité, pourquoi l'Europe n'en finit pas d'avoir un problème avec l'Allemagne. Pas du tout parce que l'Allemagne est méchante, mais parce que l'Allemagne est trop efficace, et puis qu'avec cette efficacité va une certaine incapacité à définir des perspectives communes, une certaine incapacité à regarder les peuples comme égaux. Donc il y a une sorte de tendance, et je vois sous mes yeux horrifiés l'Europe se réorganiser en fonction des concepts hiérarchiques, autoritaires et inégalitaires, qui sont les concepts qui dominent traditionnellement la vie sociale en Allemagne. Voyez, mais encore une fois, pour moi, il s'agit, je veux dire, de constatations empiriques qui amènent des réponses de citoyens et une hostilité viscérale à ce qui est en train de se mettre en place. Mais en tant que chercheur, plutôt, c'est ce que je peux comprendre en tant que chercheur qui me paraît utile ou qui pourrait être éventuellement utile
pour le débat, ça n'est pas mes préférences personnelles. Il me reste quelques minutes pour parler du pan de mes recherches actuelles réelles. Je ne suis qu'un chercheur. Moi, dans la vie, je n'ai fait qu'une douzaine de bouquins et 4 enfants. Comme dit un ami, je suis démographe pratiquant. Donc, je veux dire, sans que je puisse définir le modèle familial auquel ces enfants correspondent, malheureusement. Voilà. La vie est dure. Et donc on a, premier stade de la recherche, on constate que la distribution des types familiaux dans le monde permet d'expliquer la diversité du monde dans la transition vers la modernité. Deuxième étape, on constate que même quand ces systèmes familiaux ont disparu, ils semblent continuer d'agir. On fait des hypothèses sur... Mais ça n'a rien de choquant. Si vous étudiez la gravitation universelle, vous avez des lois parfaitement définies, des belles formules mathématiques, on ne sait toujours pas ce que c'est en réalité. Donc pour moi, on est dans un univers scientifique comme ça. Je veux dire, on constate que ça se perpétue, donc c'est le deuxième stade. Mais quand même, la question auquel on se lance, c'est pourquoi cette diversité des formes familiales initiales? Je vais essayer d'évoquer ça rapidement. C'est quand même embêtant, parce que ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas, ça fait un peu... on est vite soupçonné de racisme quand on dit, ouais, regardez, le système familial anglais est comme si, les Français sont comme ça, les Allemands autrement. Alors, dans le modèle, il y a des implications tout à fait antiracistes. Je veux dire, par exemple, la famille souche efficace, hein, s'il n'y a pas d'héritage, moi j'en ai trouvé toutes les couleurs. Hein. Ça peut être des Allemands ou des Basques, mais ça peut être des Japonais, et je vous trouve sans problème en Afrique des régions de famille souche particulièrement efficaces. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Babilékés du Cameroun, mais c'est des sérieux. Les Rwandais aussi d'ailleurs, dans toutes les dimensions. Ils font tout sérieusement comme les Allemands. Hein, bon. Voilà. J'espère que vous appréciez Non, mais agriculture extrêmement efficace, des centaines d'habitants par kilomètre carré. Donc, mais quand même, je veux dire, c'est fondamentalement, ça m'était désagréable d'enfermer ou de donner l'impression que j'enfermais des peuples dans des catégories immuables. Et donc la question c'était, pourquoi ces systèmes familiaux? Alors, honnêtement, ce n'est pas moi qui ai trouvé la réponse. J'ai trouvé déjà l'énergie de faire le premier tome d'un ouvrage sur la question, à partir d'une hypothèse qui m'a été donnée par quelqu'un d'autre, premier tome de 750 pages, je dois le dire, dans un livre qui s'appelle L'origine des systèmes familiaux, et je dois l'explication, la clé de l'origine des systèmes familiaux à un ami linguiste, un type qui s'appelle Laurent Sagard, S-A-G-A-R-T, et qui est spécialiste des langues asiatiques et qui travaille, lui, c'est un très grand de la généalogie des langues asiatiques, mais il est linguiste, il avait une certaine compétence. Et 5 minutes pour le principe du conservatisme des zones périphériques, ça va être possible. Et donc, moi je croyais que ma distribution des types familiaux sur la planète, je veux dire, était au hasard. Donc j'avais un autre modèle communautaire avec des mariages entre cousins en plus dans le monde arabe, etc. Et je disais, bon écoutez, ça ne correspond à rien, ça ne correspond pas au climat, ça ne correspond pas aux langues, ça ne correspond pas au niveau de développement, c'est le hasard. Si un chercheur vous dit c'est le hasard, vous pouvez lui dire, vous pouvez le dire, mais c'est pas la peine de demander de l'argent à l'État pour être payé et faire des recherches si vous n'avez rien trouvé. Donc chaque fois qu'un type vous dit c'est le hasard, je peux rien dire, demandez-lui pourquoi l'État le paye à faire de la recherche. C'est mon cas. Bon. Et il dit non mais écoute, tu te trompes, regarde là. Tu vois, ce qui était très intéressant, c'est que c'est ça la recherche et l'interdisciplinarité. Il ne savait pas ce qu'étaient les systèmes familiaux, il s'en foutait. Il voyait des taches de couleur sur ma carte. Il me dit, regarde là, t'as du bleu et du vert en Angleterre, en France, en Espagne, au Danemark, aux Pays-Bas, puis t'as des couleurs équivalentes là en Asie du Sud-Est, trucs comme ça. Puis là, tu vois, t'as du vert foncé des deux côtés en Allemagne, au Japon. Puis t'as une grosse tache rouge et marron d'un seul tenant là, des systèmes communautaires. Pour lui, c'était des mots hein, communautaires. En Russie, en Chine, sur l'ensemble du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Il me dit, mais ça, nous, les linguistes, on connaît très bien ces cartes. En vérité, autrefois, les anthropologues les connaissaient, mais je ne le savais pas parce qu'ils ont oublié. Écoutez, vous imaginez une pizza, pour représenter les choses. Oui, je sais, c'est l'heure, ça va...
nous nous rapprochons du stade de la pizza. Donc ce n'est pas une pizza normale, vous mettez du rouge, de la tomate dans le fond, et puis vous distribuez, vous mettez 5 taches blanches avec de la mozzarella sur la périphérie. Donc vous avez une représentation visuelle. Vous mettez sur la mozzarella le caractère A, et puis vous mettez B sur la tache rouge. Donc vous avez une tache rouge d'un seul tenant, et puis vous avez des bouts de blanc sur la périphérie. Alors ça, pour un linguiste compétent, ou pour un anthropologue américain d'avant-guerre, ou même pour Lévi-Strauss, avant qu'il foute le bordel avec sa théorie structuraliste, ça avait une interprétation très simple. Ce que vous devez imaginer, c'est que, au départ, la pizza était blanche, donc vous imaginez une pizza couverte de mozzarella, en fait, toute blanche, mais il y a eu une... Alors là, c'est là que la métaphore devient foireuse, parce que, alors que j'ai mis la tomate en dessous, et maintenant elle va apparaître au-dessus. Enfin bon, c'est relativement secondaire. Et donc, vous avez imaginé un espace uniformément A, blanc, et puis une innovation, quelqu'un, un peuple, quelque part, quelque chose est inventé, l'innovation, et cette innovation se répand vers la périphérie, mais ne va pas atteindre toute la périphérie. Et donc ce qui restera, vous aurez exactement cette carte-là, vous aurez une grande masse rouge au milieu, et puis des fragments blancs dispersés. C'est un truc extraordinaire qui permet de lire l'histoire dans l'espace. Prenez la France, vous prenez les maisons à colombage, à pans de bois. Vous allez en trouver dans le sud-ouest, vous allez en trouver en Bretagne, en Normandie, en Alsace, un peu à Troyes, je crois qu'il y en a quelques-unes ici aussi. Et puis, alors, si vous êtes structuraliste, vous allez dire, mais à quoi ça correspond? Qu'est-ce qui est commun aux cultures du sud-ouest, de l'Alsace, de la Bretagne, de la Normandie aussi, de Troyes, etc. Je veux dire, en plus, les niveaux de développement, autrefois, n'étaient pas les mêmes. La Bretagne était complètement arriérée. Aucune insulte, je suis pour une part d'origine bretonne. La Normandie et l'Alsace extrêmement avancées. Le sud-ouest moyen, c'est pas le même climat. Puis, bon, vous regardez un peu dans l'histoire, c'est extrêmement simple. Cette technique-là, c'est les constructions du bas Moyen-Âge. Mais dans le bassin parisien, il y a eu l'innovation de la maison de pierre, qui s'est répandue sur un axe allant de Paris au maçon creusois, etc. Et ce que vous avez, c'est les traces périphériques dans l'espace français du vieux système de construction médiévale. Ben, pour les systèmes familiaux, c'est exactement la même chose. Si vous regardez, et je vais terminer là-dessus, parce que j'avais dit que j'étais un conférencier extrêmement discipliné, et je vois qu'il est 18h15, et si vous regardez la carte planétaire des systèmes familiaux, vous allez voir une énorme masse communautaire qui va du monde arabe, et qui comprend en vérité une bonne partie de l'Afrique, jusqu'à la Chine, qui comprend la Russie, etc. Et vous allez avoir sur la périphérie, des deux côtés des systèmes souches, au Japon, en Corée, en Suède, en Allemagne, dans l'ensemble du monde germanique, et au plus loin, des systèmes nucléaires, en France, en Angleterre, en Espagne, au Danemark, et en Asie du Sud-Est. J'ai parlé de la Thaïlande, qui est une variété de systèmes nucléaires, au Cambodge, en Indonésie. Et ça veut dire tout simplement, et je terminerai sur cette belle interrogation, que le modèle dont j'ai parlé au début, le modèle que les gens ont en tête, c'est que autrefois, la famille était très complexe, de vastes masses agrégées dans d'énormes ménages existaient, c'était les sols primitifs. Et puis, avec la modernité, la famille est devenue nucléaire, l'individu est sorti pour émanciper l'humanité dans la liberté. Mais ce que dit la carte des systèmes familiaux, c'est que le type familial de l'humanité était nucléaire, que l'individu est originel et que tous les systèmes étouffants, communautaires et autres ont été inventés par l'histoire. Et j'ai refait l'histoire de ça dans ce livre de 750 pages que je ne recommanderai pas à mon pire ennemi. Je vous remercie.